On retrouve une semaine après la première fois, on retrouve Pierre, l'écho de Décoder l'écho. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir une fois de Il y a plus. un problème de son, c'est les aléas du direct. Ah, Ça va aller. est-ce que vous On m'entendez? attend comme ça les gens viennent, c'est bien, c'est bien. Tu Est-ce que vous m'entends? m'entendez? Voilà. C'est bon? On avait tout réglé, tout était parfait. Et puis, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, on te retrouve pour un deuxième épisode. Donc, Pierre, l'écho de Décoder l'écho, la chaîne sur YouTube. On avait parlé la première fois de Y a-t-il eu hécatombe? Et tu nous avais montré, hein. Bonjour Pierre, rappelle-nous en gros ce que tu nous avais montré que. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir une deuxième fois. Oui, alors la semaine dernière, on avait vu qu'il n'y a pas eu d'hécatombe ni en 2020, ni en 2021, absolument nulle part en Europe. C'était bien la première question qu'on se posait. Il fallait revenir à la définition pour dire qu'il y a une épidémie, une pandémie. Normalement, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se passe avec des malades et des morts. C'est qu'il y a un critère de gravité, normalement, dans la définition d'une épidémie. Ce critère de gravité, on a vu qu'il avait été enlevé par l'OMS il y a quelques années. Et on avait vu qu'en effet, en 2020, en 2021, il n'y a pas d'hécatombe nulle part. Propos complotistes, hein, pour les fact-checkers, mais il faut rappeler que tu te bases que sur des données officielles fournies par les organismes officiels français ou européens ou de statistiques. Il faut le rappeler. Oui, moi je vais chercher les données du nombre de décès et de population sur Eurostat, donc où il y a toutes les données européennes, sur l'INSEE. Et là, ce week-end, j'ai bossé un peu. Je vous ai sorti aussi, j'ai rajouté dans les analyses les données en provenance de tous les pays anglo-saxons, de notre continent, je veux dire, donc l'Angleterre, tout ce qui fait le Royaume-Uni, Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord et l'Irlande en plus. Donc je vais chercher tout ça sur les sites officiels, je télécharge et tous mes programmes sont publics et en ligne sur le GitHub de la chaîne. Donc tout le monde peut télécharger mes programmes, les faire tourner, retrouver mes résultats, regarder la manière dont j'ai été chercher les chiffres et tout est vérifiable. Donc aujourd'hui, on va parler de la saturation. Y a-t-il eu saturation hospitalière? Mais avant, comme on avait promis, on répond aux quelques questions de ceux qui nous ont suivis la semaine dernière. Alors, il y a des questions où, voilà, il y a eu beaucoup de questions auxquelles tu vas répondre plus tard, puisqu'on va faire 8, 9, 10 épisodes, donc notamment sur l'impact des confinements. Je crois que tu vas traiter ça dans dans une seule émission plus tard. Donc voilà, on va rien dire ici, mais tu peux. Oui, on verra ça plus tard. Il y a eu des questions qui ont été posées. Oui, mais est-ce que s'il n'y a pas de mortalité, est-ce que s'il n'y a pas une hécatombe partout en Europe, c'est pas grâce aux mesures qui ont été prises? On traitera de l'impact des mesures un peu plus tard. Avant, il faut quand même qu'on continue de détailler ce qui s'est passé en termes de morts, d'hospitalisation, de malades. Regarder un peu comment on compte les choses. Et une fois qu'on aura bien compris comment tout se compte, on reviendra précisément sur les périodes de confinement, les différentes mesures qui ont été prises, pour voir si oui ou non elles sont responsables d'une baisse de la mortalité ou d'une hausse de mortalité. Puisque ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de nous débarrasser des biais de lecture qu'on a, de la propagande, on regarde les données chiffrées et on ne se dit pas en avance que telle ou telle chose, mesure, va avoir un impact dans un sens ou dans l'autre. Oui, il y a aussi la question de l'Italie, parce que c'était un peu le stimulus. L'Italie qui a fait peur à toute l'Europe. Il y en a beaucoup qui ont demandé est-ce qu'il y a véritablement eu une hécatombe là-bas? Est-ce que tu as des chiffres pour Oui, l'Italie? je vais commencer à vous partager mon écran. J'ai rajouté quelques petites slides en plus de la présentation que je vais vous faire, j'ai rajouté quelques petites choses pour vous montrer des petits chiffres supplémentaires et pour parler de l'Italie. Donc je vais passer en partage d'écran. Donc là, ça va nous faire notre introduction, hein. Vous voyez mon écran? Oui. Donc en fait, y a-t-il une saturation hospitalière? On va aller regarder s'il y a une saturation hospitalière annoncée. Toujours la même chose, il s'agit de retrouver du bon sens. Et la première chose qu'on va faire, on va reparler un petit peu de la dernière fois, on va faire un tour sur la mortalité pour répondre à cette question qui a été posée. Donc la mortalité, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de décès tout simplement. Et la dernière fois, je vous ai montré le nombre de décès par année dans différents pays européens. Et je vous avais montré qu'il ne faut pas comparer des choux et des carottes, pardon, et que dans un pays, ce qui fait qu'il y a des morts, c'est le nombre d'habitants, d'une part. Plus il y a d'habitants, plus il y a de morts, et puis c'est leur âge. Et plus il y a de personnes âgées, plus il y a de personnes qui décèdent. Et donc ça, c'était le graphique de la France que je vous avais montré. Le nombre de décès chaque année en France, on a vu qu'en 2020, il y avait eu 650 000 décès environ. Il y en a un peu moins en 2021.
Et je vous avais dit, normalement, on standardise pour comparer les choses. C'est-à-dire qu'ici, la population n'est pas la même selon les années, les gens sont plus ou moins vieux, et donc il faut utiliser un calcul de mortalité standardisé. Et je vous avais montré que quand on standardise, finalement, on se rendait compte que l'année 2020, c'est pas du tout une année de forte mortalité, c'est même assez bas, et c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de France quand elle arrive. On a fait le même exercice pour la Belgique. Au passage, il y a une autre question qui nous a été posée, Alexandre, qui était, mais est-ce que 2020, il n'y a pas une hécatombe aussi à cause, la question a été posée sur les vaccins, et la réponse est non. En 2021, il n'y a pas d'hécatombe non plus. De manière standardisée, il y a moins de morts qu'en 2020, et l'année 2021, c'est la 2e année la moins mortelle de toute l'histoire pour la France. Donc il n'y a pas d'hécatombe ni en 2020 ni en 2021. Il y a des mortalités qui varient un petit peu selon les années, mais on est plutôt en mortalité basse. Et puis, une dernière fois, ici, je vous ai mis en bas la mortalité, le nombre de décès standardisés pour les moins de 65 ans. Et donc, les moins de 65 ans n'ont jamais été concernés par une quelconque hausse de mortalité de manière globale, ni en 2020, ni en 2021. Donc, il n'y a pas d'hécatombe, retenez, il n'y a aucune hécatombe, donc il n'y a aucune manière de justifier aucune psychose d'aucune manière en utilisant les décès. Je reviens un petit peu sur la question qui a été posée pour les pays. Ça, je vous ai montré, ça c'est l'année record de décès. Je vous ai montré, comme les pays vieillissent et sont de plus en plus nombreux, que globalement, quasiment chaque année, on bat le record du nombre de décès dans chaque pays. En marron, c'est ceux qui ont le record en 2021. En orange foncé, ceux qui ont le record en 2020. Et puis, on a des pays un peu spéciaux ici, qui sont des pays qui n'ont pas tout à fait la même pyramide des âges, la même population. Et ce sont des pays qui n'ont pas franchement participé à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas eu une génération qui est entièrement morte ou pas née dans les années 40. Et donc, ils ont une population qui est un peu différente des autres. Et donc, c'est pour ça qu'eux, ils ne battent pas forcément le record de décès chaque année, parce que leur population est moins accidentée que la nôtre. Et là, je vous avais montré une autre vision de voir les choses en standardisant les décès. Et ça, c'est l'année 2020 de manière standardisée. On regarde par rapport aux autres années. On s'était rendu compte pour ces pays-là, pour les pays européens, que finalement, il y avait pas mal de pays pour lesquels, ici, vous les voyez au nord, l'année 2020, c'est même un record de sous-mortalité. Et on a même l'Allemagne, ici, en plein milieu de l'Europe, pour laquelle l'année 2020, c'est la 2e année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc, voilà, c'est pas une année où il y a eu une hécatombe quelque part. Et dans les pires pays, 2020, c'est juste une mortalité haute pour la dernière décennie. Donc, c'est le cas de l'Italie. En 2020, il n'y a pas d'hécatombe en Italie. 2020, c'est une année de mortalité haute relativement aux années entre 2010 et 2020. Ça doit se situer aux alentours de 2010-2012 en termes de mortalité. Donc, il n'y a pas d'hécatombe non plus en Italie. Et en 2021, donc, pardon ? Ouais, donc tout ça, je répète, ça brise complètement le narratif Covid qui a mis en place des confinements, des masques pour tout le monde. Des lockdowns, des masques, des interdictions de circuler, de plus ou moins fortes selon les pays, selon les moments. Voilà, il n'y a aucune manière de justifier les décisions qui ont été prises sur la base d'une mortalité. Les gens ne sont pas morts de manière franchement plus forte que les années précédentes, et au pire, on est mort comme en 2010 à peu près. Et 2010, c'est pas le Moyen-Âge, c'est pas une année de grande guerre, donc ça n'a rien à voir avec une mortalité exceptionnelle. Et sur le graphique suivant, je vous ai représenté l'année 2021. Et vous voyez que l'année de 2021, c'est, je vais te dire encore pire, mais bon, sur la plupart des pays, on est retombé dans des années de mortalité basse, avec des records de sous-mortalité ici au nord. Même en France, on est en 2e année la moins mortelle de toute l'histoire quand 2020 arrive. Enfin voilà, on est vraiment en mortalité basse. Il n'y a qu'un certain nombre de pays à l'est, ici, vous voyez en marron foncé, qui ont une mortalité qui est remontée et qui est dans les années hautes de la décennie. Mais alors cette carte-là, elle est intéressante sur l'année 2021, sur la répartition, parce que si on met en face, ça c'est le pays par habitant, c'est on va dire l'indicateur de richesse le plus facile à mobiliser, qui est pas terrible, il est pas parfait, mais qui donne quand même une idée de la richesse dans ces pays. Ce qu'on voit globalement, c'est que l'année de 2021, elle est plus mortelle dans les pays les plus pauvres de l'Europe. C'est ce qu'on avait montré, ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça, alors, soit vous avez un virus qui a le bon goût de circuler uniquement dans les pays pauvres, qui s'arrête aux frontières, ou alors c'est plutôt que la mortalité qu'on est en train de mesurer, c'est la conséquence de la destruction de l'économie en Europe. Donc vous avez, de par toutes les décisions qui ont été prises en 2020-2021, des économies qui sont en train de s'effondrer, vous avez de l'inflation galopante en ce moment, mais nous, en France, même en Belgique, on est dans des pays
pour lesquels, on va dire, il y a des amortisseurs sociaux qui sont là pour empêcher les gens de crever de faim, mais ce n'est pas le cas de tous les pays d'Europe. Pardon ? Pour l'instant encore, ouais. Pour l'instant encore, en tout cas, donc ça ne se voit pas encore en 2021, mais il y a des pays pour lesquels ça se voit. Donc ce qu'on est en train de mesurer, ce n'est pas un virus de l'Est, on est en train de mesurer l'effondrement économique et l'écrasante pauvreté dans laquelle il y a des populations qui sont en train de se trouver. Donc c'est ça qu'on mesure. Là, et on va le redire, on l'a dit la dernière fois, qu'est-ce qui fait qu'il y a des morts dans un pays? On avait comparé les pays entre eux. Il y a la population, l'âge des gens. Le troisième critère, c'est la pauvreté, c'est l'accès à de l'eau potable, le fait d'avoir des toilettes, l'accès à une bouffe à peu près saine, d'avoir des services de soins qui sont là en cas de pépin. Et puis voilà, le niveau d'argent qu'on gagne pour accéder à tout ça, c'est ça qui fait qu'il y a de la mortalité. Et on avait vu que d'un pays à l'autre, c'est vraiment cet indicateur de pauvreté qui décide, qui est primordial pour savoir si on va vivre vieux et en bonne santé. Le fait d'avoir des virus qui se baladent, mais ça n'a absolument rien à vous. C'est sans commune mesure. Enfin, ça compte absolument pas à côté. Et donc, si on avait des organismes internationaux qui se souciaient réellement de la santé des gens, comme l'OMS par exemple, ils devraient se battre contre la pauvreté. Point barre. C'est ça qui fait que les pays où que les gens vont être en bonne santé et vivent longtemps. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, il n'y a pas d'hécatombe non plus en Italie. Il n'y a pas d'hécatombe en 2021. Et ce qui fait qu'on a des hausses ou des baisses de mortalité, c'est la population, l'âge et en 3, la pauvreté. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça a été complètement oublié depuis 2 ans. Et pourtant, c'est vraiment ça qui est primordial. Passons alors à la question de la saturation hospitalière, puisque pendant des mois, si même plus pendant 2 ans, hein, un peu moins de 2 ans, on nous a bassiné dans les médias en disant que les hôpitaux étaient saturés, ça n'avait jamais été vu, c'était une hécatombe. Et en même temps, on a vu il y a des vidéos qui montraient des extraits de journaux parlés des années d'avant, 2019, 18, 16, jusqu'à 2015, où on voyait que en période de grippe, il y avait saturation aussi. Mais bon, évidemment, les médias de masse n'ont pas montré ça. Donc, dis-nous un peu ce qu'il en est au niveau de la saturation hospitalière. Oui, c'est bien ça qu'on va voir aujourd'hui. On va peut-être commencer, je vais vous représenter un peu juste ce que c'est que la stratégie de la santé en France, mais c'est un peu la même partout. Donc, je me permets de vous la présenter, ça va être assez rapide. Tout simplement, en France, depuis maintenant une trentaine d'années, on diminue le nombre de lits disponibles à l'hôpital chaque année. Donc là, vous pouvez voir qu'en 1988, il y avait 488 000 lits d'hospitalisation complète disponibles en France. Pour une population moindre. On va y venir. Et du coup, il y en a moins de 400 000 en 2018. Et ça continue de baisser chaque année. Ferme des lits. Au fur et à mesure du temps, on ne fait qu'enfermer. Et si je mets la population en face, tu as raison. Ici, je vous ai mis, donc ça, c'est la population entre 1998 et 2018, qui sont l'année des données. Donc, vous voyez, en effet, la population a largement augmenté. On était en dessous, autour de 58 millions d'habitants, on est passé à 67 millions. Et la part proportion de personnes âgées, il y avait 9 millions de personnes âgées de plus de 65 ans et on est passé à 13 millions plus tard. Donc plus ça va en France, plus il y a de monde et surtout plus il y a de personnes âgées. Et pendant ce temps-là, le nombre de lits d'hôpitaux, lui, il se casse la figure. Donc fatalement, les personnes âgées, ce sont quand même les premiers consommateurs des services hospitaliers parce qu'il faut s'en occuper et c'est ceux qui tombent le plus malades. Donc plus ça va, plus il y a de monde et plus il y a de personnes âgées et plus ça va, plus on fait diminuer le nombre de lits. Donc fatalement, au bout d'un moment, l'équation ne marche pas. C'est-à-dire que on fait passer l'hôpital en flux tendu et donc fatalement à n'importe quel moment où on a besoin de lits supplémentaires, il n'y en a plus parce qu'on les ferme. Et on les ferme au fur et à mesure et c'est une stratégie voulue. C'est une stratégie voulue qui a eu lieu en plusieurs actes. Il y a eu notamment ce qu'on appelle la tarification à l'activité. On consacrera un bon moment dessus plus tard dans une autre vidéo parce que c'est central. C'est central pour plusieurs raisons. Donc ça a diminué le nombre de lits, certes, mais en plus ça a complètement changé la manière d'envisager le soin en France et la manière dont on va compter les malades en plus. Parce que c'est bien ça le problème, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est le comptage. Et donc cette tarification d'activité, elle a été mise en place par un certain Jean Castex, donc c'était en 2007, et ce Jean Castex, c'était celui qui a été Premier ministre français pendant toute cette période Covid. Donc c'est connu, c'est lui qui a mis en place une des plus grandes lois qui a fait diminuer le nombre de lits d'hôpitaux en France, et c'est lui qui était Premier ministre pendant la période Covid. Donc il ne fallait pas faire le surpris. Il y a eu d'autres actes dans cette diminution. Il y a eu la loi Jospin qui a mis en place les 35 heures à l'hôpital au lieu de 39, mais sans rajouter de personnel soignant. Donc ça a énormément désorganisé l'hôpital puisqu'on s'est retrouvé avec moins d'heures de soignants disponibles, donc moins de soins, donc on pouvait accueillir moins de malades.
il y a moins de lits, et puis il y a aussi moins d'heures de soignants disponibles depuis cette loi. Donc derrière, en fait, ce progrès social, on va dire, pour les soignants, en fait, il y a une désorganisation de l'hôpital et puis il y a le fait qu'on ne peut plus soigner les gens parce qu'on n'a plus assez de bras. Mais en fait, cette stratégie-là, elle a perduré. Donc là, on a vu une tarification d'acte 2007, ensuite Jospin, là, un peu plus tard, sur les 35 heures à l'hôpital. Mais on a aussi, ça a été pendant la campagne présidentielle de 2016-2017, il y avait le candidat Fillon qui présentait son programme qui était très clairement de continuer à dézinguer l'hôpital pour que les gens n'y aillent plus. Donc il voulait plus que les gens aillent à l'hôpital pour faire ce qu'il appelait la bobologie, il voulait juste que l'hôpital ce soit pour les grands malades, les cancers, tout ça. Mais donc il fallait continuer de supprimer des places, c'était très clair. Et tout ça pour dire qu'il allait faire des économies. Et donc toute cette voilà, tout ce cassage de l'hôpital, diminution du nombre de lits, tarification à l'acte, passage aux 35 heures, etc. Toutes ces lois qui permettent de faire qu'il y a moins de gens qui vont à l'hôpital parce qu'on fait que c'est chiant et qu'on veut qu'ils n'y aillent pas. Tout ça, c'est dit que c'est pour faire des économies aux Français. Alors, Ouais, c'était volontaire, quoi. Pardon? C'était pas un accident, quoi. C'était vraiment volontaire. Bien sûr, oui, c'est volontaire, c'est assumé, c'est la stratégie depuis 30 ans. On diminue l'hôpital de façon, et puis on dit que ça va coûter moins cher. Mais alors sur le site de l'INSEE, on peut voir combien ça coûte en milliards d'euros courants. Et donc en 2006, les soins hospitaliers coûtaient 70 milliards d'euros par an, et c'est passé à près de 95 milliards en 2018. Les soins ambulatoires, 83 milliards en 2006 et 110 milliards en 2018. Donc plus ça va, moins on a de médecins, moins on a de soignants, moins on a de lits, et plus ça coûte cher. Voilà, et donc le prix a augmenté de 30% finalement en une dizaine d'années, le total passant de 154 milliards à 203 milliards. Tout va bien. Donc c'est bien la stratégie, c'est que les gens n'y aillent pas, que de ne pas faire ce qu'ils appellent la bobologie, donc c'est de ne pas soigner les gens, mais de faire des choses dites rentables. C'est-à-dire que tout l'argent public que vous voyez là, qu'il ne serve plus à soigner tout le monde partout, mais que cet argent-là aille dans les bonnes poches et pour les bonnes personnes. C'est à ça que ça sert. Donc ça ne coûte pas moins cher, ça coûte de plus en plus cher pour faire de plus en plus de choses qui sont chères et qui vont aller dans les bonnes poches. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Et donc tout ça, c'est une stratégie politico-financière. Ouais, donc Pierre, je fais le bête, hein, mais ça veut dire qu'ils prennent des mesures politiques volontaires en arguant que c'est pour réduire le coût, mais au fait, ce coût augmente et ne va plus dans des fonds publics, mais plutôt vers des hôpitaux privés, vers autre chose, quoi. Dans les bonnes poches, c'est ça que tu veux dire, quoi. Oui, dans ceux qui vendent des machines, certains médicaments, certains traitements, certains protocoles pour certaines maladies qui sont de plus en plus chers et qui soignent de moins en moins de monde. C'est ça la stratégie. La stratégie, c'est de ne plus avoir un hôpital qui est là dans une optique de moyens, c'est-à-dire des gens. Il ne s'agit plus de payer des soignants qui sont là pour s'occuper d'autres personnes, mais de payer des traitements qui sont très chers avec de la machinerie lourde pour certaines pathologies en mettant en place des protocoles de soins préécrits par des organismes extérieurs à la France, l'OMS ou d'autres, et donc de faire du soin, on va dire, extrêmement cher et de supprimer tout ce qui est de fait de ce que faisait l'hôpital avant, c'est-à-dire de s'occuper de tous les malades. Voilà. Donc c'est bien un changement stratégique et volontaire qui n'a rien à voir avec le fait de baisser les coûts et ça ne fait que les augmenter et au profit de ceux qui vendent les machines, les médicaments, les molécules et toutes ces choses-là. Mais on en reparlera plus tard. Donc voilà, tout ça c'est le contexte. Donc il y a de moins en moins de place. Tout le monde sait que c'est la stratégie, que c'est plus cher mais qu'on veut pas soigner tout le monde, donc c'est assumé. Ce qui n'empêche pas, au fait, dès qu'arrive cette histoire de crise Covid, d'avoir une propagande médiatique extrêmement forte et qui diffuse de la peur. Donc des morceaux choisis, donc voilà, vous avez ça a pullulé d'articles comme ça, situation alarmante des hôpitaux de l'Est. Donc pour dire que voilà, dès le début, on était mi-mars, il fallait confiner parce que les hôpitaux étaient saturés. Ici, vous avez pareil pour dire c'est saturé dans l'Est et il y a ici l'Île-de-France, donc Paris qui dit nous on n'est pas saturé, mais on s'attend à être saturé. Donc voilà, même quand on n'est pas saturé, on annonce qu'on va l'être histoire de faire peur quand même. Il y a aussi ici cette propagande-là où la France a décidé de mettre en place un hôpital de campagne déployé par l'armée en Alsace. Je pense que c'est aussi une petite crise d'orgueil pour faire comme les Chinois qui avaient monté des hôpitaux en 10 jours. Donc voilà, la batterie médiatique, on fait quelque chose de grand. On monte des hôpitaux de campagne pour faire face à la saturation.
Et puis ici, voilà, Paris qui dit qu'il est saturé et donc il va envoyer ses malades par le train en Bretagne. Donc voilà, il faut qu'il y ait une couverture médiatique à chaque fois pour dire attention, on est saturé partout, on fait des choses exceptionnelles parce que la crise est exceptionnelle. Donc c'est ça qui s'est passé en termes de couverture médiatique. Et on va dire que les médias étaient déjà préparés à ça, puisqu'en effet, tu l'as rappelé Alexandre, en 2015, il y a eu aussi un hiver assez dur où il y a eu des hôpitaux saturés, avec des malades qui traînaient dans les couloirs, des malades qui mouraient dans les couloirs de quelque chose qu'on a appelé la grippe, voilà, de maladie, des gens qui avaient des infections respiratoires, et puis que dont l'hôpital n'était pas capable de prendre en charge. Il y a même la ministre de l'époque, Marisol Touraine, qui avait dû se déplacer et faire le tour des hôpitaux, battage médiatique, pour s'expliquer de pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus la place d'accueillir tout le monde, ce qui n'a pas empêché après de continuer à faire baisser le nombre de lits, histoire de pas arranger la situation et que ce soit de pire en pire. Donc voilà, la saturation hospitalière, c'est pas la première fois que ça arrive. Et il y a eu l'hiver 2017 aussi, où voilà, comme on va dire les médias et pareil étaient déjà chaud bouillants de ce qui s'est passé en 2015, à peine il y a eu un démarrage d'épidémie en 2017 pendant l'hiver que direct, voilà, les médias étaient prêts à parler de saturation hospitalière. Il y a eu le plan Orsan qui a été déclenché, c'est-à-dire en France, on a commencé à annuler les opérations déclarées non prioritaires pour laisser l'accueil des malades, etc. 2017, il y a très peu de traces, on l'a vu, d'une hausse de mortalité. 2015, ça se voit très bien. Et donc 2017, on est plus, on va dire, il y a limite plus de battage médiatique qu'il y a vraiment on va dire, de problèmes qu'on peut voir dans la mortalité. Déjà, une couverture médiatique forte. Alors 2020, c'est ça comme une mesure. Mais là, 2017, c'est déjà un exemple que voilà, quand les médias s'emparent du problème, ils peuvent aussi mettre l'accent sur quelque chose, et là, en l'occurrence, la saturation hospitalière. Et donc, quand arrive 2020, ceux qui ont une mémoire un peu plus longue que 2 ans, on va dire, se rappellent qu'il y a déjà eu ça, et donc, dans les journaux, au niveau de la presse, à la télé, tout est déjà prêt. Ils savent c'est qui aller voir dans les hôpitaux pour faire parler ceux qui disent que c'est déjà saturé, puisque c'est déjà arrivé, c'est déjà connu. Et tout le monde sait que la France vieillit, tout le monde sait que le nombre de lits a diminué, et donc tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une saturation hospitalière. Je veux dire, tout le monde s'attend, même espère qu'il y en ait une, ça va faire des images, ça va être du choc. Et je pense aussi que au niveau de l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé en 2015, en 2017 de montrer que ça posait problème et qui se disaient cette épidémie-là, 2020, on va enfin nous écouter pour rajouter de la place. Et donc, il y a quand même Pardon ? Ils sont en attente, en fait. Ils sont en attente qu'on les écoute, quoi. Exactement. Et donc, cette épidémie, pour beaucoup, ils se disent que c'est une occasion d'enfin retrouver des effectifs, d'avoir des moyens et de pouvoir soigner les gens. Et donc, il y a un effet grossissant de la part des médias, évidemment, qui de toute façon vendent de la peur. Ils n'ont jamais vendu autant de journaux que pendant cette épidémie. Donc, de toute façon, il fallait couvrir ça de manière la plus forte possible. Et de la part d'un hôpital qui, lui, réclame des moyens et qui se dit que c'est aussi le bon moyen d'en avoir. Donc, on va dire que sans avoir forcément de mauvaises arrière-pensées, tout le monde est un peu complice de la situation, de dire, voilà, attention, ça sature parce qu'il n'y a pas assez de monde. Bon, dans les faits, derrière, le gouvernement français, même pendant la fameuse pandémie, a continué de supprimer des lits. Ça, c'est pas cette stratégie. C'est ce que j'allais te demander. En fait, les lits, en 2020, 2021 et maintenant 2022, ils continuent à supprimer des lits. Oui, ça s'arrête pas. De toute façon, c'est la stratégie qui continue. Donc, il y a des effets d'annonce, tout ça, mais il n'y a rien qui change. Il y a une stratégie globale qui est de faire que l'hôpital, c'est un espèce d'hôpital de pointe pour soigner uniquement des choses importantes et que ça, clairement, ça n'en fait pas partie. Donc, de toute façon, il y a absolument rien qui change de ce côté-là. Et c'est rigolo d'ailleurs que les journaux qui ont fait toutes ces unes pour montrer que l'hôpital était saturé, alors il n'y en a aucun qui s'alarme qu'on continue de diminuer le nombre de lits et que la stratégie persiste. Il y a vraiment aucun problème avec ça, c'est très intéressant. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer le contexte. On est dans un contexte où les médias font peur, mais ils sont déjà habitués parce que c'est déjà arrivé. Donc, tout le monde s'attend à ce que ça sature parce que ça sature d'habitude, de toute façon. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et donc, il est quand même intéressant d'aller voir maintenant les vrais chiffres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis et qu'il y a eu 2 rapports, on va le voir, qui vont montrer qu'il n'y a absolument aucune saturation hospitalière en France en 2020. Et donc, ces chiffres officiels, ils sont sortis par 2 rapports qui sont publics. Vous pouvez les télécharger, aller les lire, d'un organisme qui s'appelle l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
qui est une agence du coup qui bosse qui est une agence publique pour le gouvernement français, et donc qui récupère toutes les données à la fin de l'année, qui les compile et qui en fait des rapports pour expliquer ce qui s'est passé. Et donc là, ils sont très clairs, vous avez tous les chiffres officiels à l'intérieur, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premier petit point qui est intéressant, et on en reviendra plus tard dans d'autres vidéos, sur c'est quoi des malades Covid. Et donc, là, vous avez trouvé avec deux sources, en fait. Il y a le rapport de la TIH dont on va parler, qui dit qu'en 2020, il y a eu 217 974 patients Covid hospitalisés. Puis vous avez un autre portail de Santé publique France là, qui s'appelle Géode, où lui, si vous allez dessus et que vous faites le calcul de tout ce qui est compté, vous trouvez 280 000 personnes. Et donc, ça fait une différence qui est quand même pas mal. Il y a 60 000 d'écart, donc ça fait presque, il y a 20%, quoi, un patient sur 5 qui manque, dans le rapport officiel à TIH qui est consolidé par rapport à ce que le gouvernement diffuse avec Santé publique France. Mais en fait, le rapport de la TIH, lui, il explique bien qu'il a nettoyé sa base. Et que globalement, dans Santé publique France et compté Covid, même les jambes cassées Covid. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez un gamin qui s'est pété la cheville en jouant au foot avec ses copains, qu'on lui fait un petit test Covid et qu'il est positif, il est dans les statistiques Covid. Alors que eux, la TIH, ils disent, non, pour nous, ce qu'on appelle Covid, c'est quand même une infection respiratoire. Donc, il faut quand même, pour qu'on le compte, on va compter les gens qui sont venus à cause d'une infection respiratoire. On ne vient pas quelqu'un qui est venu pour une jambe cassée et à qui on fait un test. Et donc, les jambes cassées Covid, ça représente quand même un patient sur 5 du total. Donc, quand l'État français, n'importe quel État fait peur avec des chiffres, ils font peur avec ça. Avec le comptage le plus large possible de tout ce qu'on compte à l'hôpital, alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont des infections respiratoires et qui vont à l'hôpital, et c'est quand même bien moins. Et ça, on reviendra dessus plus tard sur l'importance de savoir ce qu'on compte pour savoir comment on interprète les choses. C'est primordial. Et donc déjà, voilà, ce rapport de la TIH, il nous informe ça. Le deuxième point, du coup, c'est 217 000 patients sur une année. Qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, 217 000 patients, ça représente 2% de l'activité hospitalière. 2%. Donc, vous imaginez tout le battage médiatique qu'on a eu sur toute l'année 2020 sur Covid, notamment à l'hôpital, les hôpitaux saturés. On avait l'impression que les hôpitaux traitaient que de la Covid. Et bien, en fait, c'est que 2% de l'activité. Donc, il va falloir expliquer aux gens, à un moment, comment 2% de l'activité sur l'année peut être responsable d'une saturation hospitalière et avoir un battage médiatique aussi fort par rapport à tout le reste. Donc là, on a quand même un problème de logique. Le seul chiffre qui est un peu plus fort, mais c'est 11%, c'est le nombre de décès qu'on voit ici. Et on va y revenir juste là. Donc 2%, c'est pas grand-chose. Et en effet, les deux seuls chiffres pour lesquels le rapport me dit il y a peut-être quelque chose d'un peu spécial qui s'est passé, c'est que les nombres de jours passés à l'hôpital sont un peu plus forts pour ceux qui ont été identifiés Covid, identifiés grippe des années passées. Donc c'est 16 jours Covid contre à peu près 8 jours pour ceux qui étaient grippe par le passé. Et enfin, en effet, les décès sont un peu plus forts que les hospitalisations. C'est-à-dire qu'on a 12% des décès Covid. Enfin, il y a 12% parmi tous les décédés à l'hôpital qui sont Covid, alors que c'est que 2% des admissions. On va commencer par ce volet sur les décès. Alors déjà, sur le site, donc c'est avec la TIH, le site Scan Santé, vous pouvez récupérer les données, vous pouvez regarder à quel âge sont décédés ceux qui sont décédés à l'hôpital. Bon, alors, et puis vous pouvez regarder surtout à quel âge sont hospitalisés les gens selon la pathologie. Donc là, vous voyez que des gens qui vont à l'hôpital pour sorte de pathologie, ça arrive à tous âges. Donc de moins de 1 an jusqu'à 80 ans, tout au milieu. Pareil, les gens qui se cassent une jambe en jouant au foot, en courant, en ayant un accident, ils se retrouvent à l'hôpital. Et donc, il y a tous les âges. Alors que pour Covid, globalement, ceux qui sont identifiés, en tout cas pour Covid, eux, c'est plutôt en écrasante majorité des personnes âgées, beaucoup de plus de 80 ans. Les infections respiratoires, ça concerne les personnes âgées en écrasante priorité. Et donc, c'est assez normal d'avoir finalement assez peu de morts pour les jambes cassées, c'est assez rassurant, et d'en avoir un peu plus pour des infections respiratoires de personnes de plus de 80 ans. Donc, c'est normal d'avoir que on va dire l'activité Covid représente que 2%, mais les décès représentent 12% sur les Covid, puisqu'en fait, pour les Covid, on est en train de parler de personnes de plus de 80 ans. Et donc, ce sont quand même des personnes qui sont très âgées et qui, globalement, viennent mourir à l'hôpital. Toute petite parenthèse,
Ça, c'est l'endroit où on meurt en France, selon les années, en 2020, en 2019. Et en bleu, c'est l'hôpital. Et donc, en France, il y a 600 000 morts par an et il y a plus de la moitié des gens qui meurent à l'hôpital. L'hôpital, c'est un endroit où on meurt. Donc, quand les gens sont en fin de vie, quand ils sont très âgés et que ils ont une difficulté, ils passent par la case hôpital avant de mourir. Et comme ce qu'on a appelé Covid, finalement, c'est un moment qui correspond à la fin de vie, et du coup, c'est tout à fait normal qu'il y ait une surreprésentation du nombre de décès. Voilà, le Covid, c'est de la fin de vie, et donc il y a plus de décès dans les statistiques Covid que dans les statistiques générales, et c'est normal. Donc ça, c'est pour le nombre de décès. Donc là, c'est ce que voilà, on finit cette parenthèse-là sur les décès. Les statistiques sont tout à fait normales et il n'y a rien d'alarmant avec ce 12%. Et la Covid, c'est une activité mineure. En termes de nombre de séjours, c'est aussi finalement une activité relativement mineure, mais ce qui est vraiment très intéressant avec ce nombre de séjours, là, si on prend un champ un peu plus large que le Covid, on regarde tout champ confondu, on se rend compte que l'année 2020, c'est une année où finalement l'hôpital a très peu fonctionné et bien moins que les années précédentes. L'année 2020, du fait qu'on a confiné les gens et qu'on leur a dit de surtout pas se faire soigner et de ne pas aller à l'hôpital, c'est une année où on a extrêmement peu soigné les gens. Et donc, on voit qu'ici, il y a 69 millions de journées d'hospitalisation qui ont été dénombrées en 2020, et c'est 10% de moins que les autres années. Donc, malgré la pandémie Covid qui aurait saturé les hôpitaux, l'année 2020, c'est l'année probablement où on a le moins soigné les gens à l'hôpital, c'est-à-dire où l'hôpital a été le moins utilisé. Donc, contrairement à ce qu'on fait croire aux gens, c'est-à-dire que voilà, il y aurait eu une explosion d'utilisation de l'hôpital avec une saturation totale, l'année 2020, c'est l'année où l'hôpital a le moins soigné les gens. C'est exactement l'inverse. Ce qui confirme, Pierre, les dires de certains médecins que j'ai interviewés qui travaillent en hôpital et qui disaient on était parfois dans des ailes qui étaient complètement vides et où on se demandait quoi faire sur la journée. Exactement, puisqu'on a dit aux gens, voilà, on déprogramme tout ce qui n'est pas prioritaire. Hein. Comme l'hôpital, on l'a vu, avec la stratégie, c'est un flux tendu. Il y a des opérations en permanence, si vous voulez, et tout est censé être occupé. Mais là, ils ont dit, on arrête tout et on prend que Covid. Et donc, en fait, en faisant on arrête tout, Covid n'a pas remplacé le tout. Et donc, en fait, on n'a pas du tout utilisé les capacités hospitalières. Et donc, il manque 10% de journées à la fin de l'année. Ce qui aura comme effet, tu en parleras, je suppose, et comme en parlait Louis Fouché que j'avais interviewé, des effets dramatiques sur le non-traitement de certaines maladies chroniques, maladies graves. Oui, tout à fait. Ça fait prendre du retard. En effet, il y a évidemment du traitement des cancers, des maladies chroniques, tout ça. Et tout ça, ce sont des gens que l'on n'a pas soignés et dont ça va se payer plus tard. Et donc, il y aura évidemment des conséquences sur la vie des gens, sur les pertes de chance que tout ça, ça va engendrer dans le futur. Regardons en détail ce qui s'est passé dans l'année. Donc, vous vous rappelez, ici, mars-avril, c'est le début du bazar. Et donc, vous voyez le nombre de séjours à l'hôpital s'effondrer au mois de mars 2020 et surtout au mois d'avril, au moment, finalement, où on annonce la grande pandémie, fermez tout, fermez tout, fermez tout. Eh bien, on ferme tout et du coup, il n'y a plus personne à l'hôpital. Les hôpitaux, du coup, sont vides. Et ici, vous voyez la part Covid sur l'activité. Hein. Donc, la part Covid, c'est la part en orange, qui atteint à son pic 7%. Donc, au maximum de la crise Covid en France, au mois d'avril 2020, où tout était Covid, on parlait plus que ça, les hôpitaux étaient vides, l'activité Covid à l'hôpital, c'est 7,6% de l'activité. Donc, vous imaginez, on a vidé entièrement les hôpitaux pour se retrouver finalement avec des patients Covid qui représentaient 7,6% des séjours à ce moment-là. Donc, il y avait sur 100 patients à l'hôpital, il n'y en avait que 7 qui étaient identifiés Covid, et encore avec beaucoup de largesse. Et donc, qu'est-ce que ça représente ? En fait, ici, vous voyez qu'on a un hôpital qui est à moitié vide. Et donc, un hôpital qui est à moitié vide avec 7% de Covid, ça veut dire que les patients Covid représentent 3% d'une activité normale. Donc, c'est-à-dire que même au plus fort de la crise, on est ridicule en termes de patients Covid. J'ai perdu mon lien, c'est pas grave.
Ici, si on compare par rapport à 2020, c'était beaucoup d'utilisation. Ici, c'est ce graphique toujours dans le rapport, il représente 2020 par rapport à 2019. Hein. Et donc en jaune, c'est l'évolution du nombre de séjours, 2020 par rapport à 2019. Vous voyez bien qu'en avril, au moment où ça s'effondre, c'est pas normal. On a 200 000 séjours de moins au mois d'avril 2020 qu'au mois d'avril 2019. Donc on a vraiment une sous-utilisation qui est énorme. Enfin voilà, l'hôpital, il est vide à 50%. Et c'était pareil ensuite au niveau à l'été et toute l'année. Donc vous voyez bien ici sur la courbe rouge que l'hôpital public français, il a été sous-utilisé toute l'année et en particulier en période de crise. Au moment où on fermait, on faisait peur aux gens. Donc on a vraiment une sous-utilisation mais totale qui est incroyable. Donc il n'y a pas une saturation. Il y a un vide. Les hôpitaux étaient entièrement vides avec uniquement le focus médiatique qui était fait sur les quelques patients Covid qui étaient dedans et qui ne sont pas nombreux du tout, alors qu'en fait, on ne soigne absolument pas les gens. Et on peut regarder, donc, dernier argument, de se dire, oui, mais il y a des endroits où ça a saturé. Alors, peut-être, on veut certainement trouver des services où c'était saturé, mais il fallait vraiment mettre le nez dessus. Et si on regarde même au niveau région sur ce qui s'est passé en termes d'années, hein, au pire, en termes de nombre de séjours, la région qui a déclaré le plus de Covid parmi toutes les régions françaises, c'est l'Île-de-France, et pour lequel les séjours Covid, ça représente 2,2% du total. Donc non, il n'y a aucune région nulle part sur laquelle on voit vraiment une prépondérance Covid dans l'activité hospitalière. Et c'est l'évolution du nombre de séjours, c'est dramatique. Et c'est ceux qui ont l'évolution du nombre de séjours, la différence la plus importante entre 2019 et 2020, c'est bien ça? Eh bien, en fait, vous voyez que c'est quasiment le même ordre. Plus un hôpital déclare du Covid, et en fait, moins il a soigné les gens. Et au passage, on verra plus tard si j'y reviens, mais plus les hôpitaux déclarent du Covid et moins ils soignent les gens, et plus on a des gens qui sont proches du pouvoir et défendent la politique gouvernementale. Voilà. Et c'est pas neutre, et on peut voir très clairement, et même, j'ai même été plus loin quelque part, j'ai même regardé ceux qui déclaraient recevoir de l'argent de la part de Big Pharma, et on trouve que ça marche très bien aussi, hein, dans les décideurs au sein des hôpitaux qui reçoivent de l'argent de Big Pharma, et on retrouve placé aux bons endroits, en particulier dans les services d'infectiologie. Donc tout ça, c'est très cohérent, mais donc voilà, plus on dit qu'on fait Covid, plus on invite la télé, et en fait, moins on soigne de gens. Une petite illustration, hein, pour se rendre compte. Ici, on met les journées d'hospitalisation, hein, en médecine, chirurgie obstétrique. Et donc, ici, je vous ai mis 2019 en nombre de journées d'hospitalisation. Ici, c'est ce qui a été fait en 2020. En orange, c'est ce qui a été fait ici en Covid. Et vous voyez toute la partie en blanche, c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, tout ça, ce sont des séjours qui n'ont pas existé pendant l'année 2020, alors qu'ils ont existé en 2019. Donc ça, c'est le manque de soins, donc du soin qui n'a pas été apporté aux gens comme ça a été fait d'habitude. Il reste une dernière chose à voir. Donc c'est le dernier argument qui a été dit. Oui, mais d'accord, donc les hôpitaux étaient vides, mais quand même les réanimations étaient saturées. Donc ici, dans le rapport aussi, on peut faire un focus sur la réanimation. Donc on a dit que le Covid, c'était 2% des hospitalisations, 12% des décès. Et en soins critiques, qui est le niveau au sein duquel c'est en réanimation, les soins critiques, vous avez les soins continus, vous avez les soins intensifs et la réanimation. Ça se divise en 3 classes. Donc les soins critiques, c'est l'ensemble des 3. Et vous voyez que les Covid, c'est 5% du total. Donc voilà, c'est pas très pondérant non plus. Il y a en effet co-réanimation, c'est un peu plus de monde, où c'est 11% du total. Ouais. Et donc là, la réanimation, il y a un peu plus de Covid à l'intérieur qu'en général. Ouais, on peut quand même dire aussi, Pierre, que cette réanimation est aussi due à une forme d'interdiction, en tout cas de pression pour ne pas se faire soigner en première ligne par les médecins généraux et rentrer chez soi avec du Dafalgan, avec des gens qui revenaient 15 jours après à l'hôpital en état critique et qu'on mettait sous oxygène. Alors, il y a ça, tout à fait, mais en fait, on peut aller un petit peu plus loin dans les chiffres, parce qu'en effet, mais ça, c'est même le cas pour l'hôpital, c'est-à-dire, voilà, à partir du moment, de toute façon, on a dit aux médecins de ville, vous soignez pas Covid, fatalement, tout le monde va à l'hôpital. Et donc, ce 2%-là, c'est dans un contexte, de toute façon, où on interdit aux médecins de soigner les gens.
Donc, c'est 2% de l'activité hospitalière pour quelque chose où les médecins n'ont pas soigné alors que c'est eux qui sont censés soigner d'habitude. Donc, ça remonte encore plus, en effet, le ridicule de la situation, où probablement que si juste les médecins avaient pu s'occuper des gens qui étaient malades et qui ont été ensuite diagnostiqués Covid par l'hôpital, ben, globalement, ce 2%, il aurait été encore plus bas. Et probablement qu'en effet, tous ces chiffres-là, ils auraient été bien plus bas juste si les médecins avaient pu faire finalement leur travail de médecin. Faisons un peu le focus quand même sur cette idée de soins critiques. Donc, on a dit qu'on avait un peu plus de Covid, mais dans un contexte où, pour l'ensemble des soins critiques, ils ont été également largement moins utilisés que les autres années. L'évolution 2019 par rapport à 2020, on voit qu'il y a 6% de moins d'utilisation des soins critiques. Et que la seule statistique qui augmente un petit peu, c'est les réanimations. Donc, c'est-à-dire, sur l'année, il y a eu 3% de plus d'utilisation, de passage en réanimation que les années suivantes. Plus 3%. Donc, si à plus 3%, on fait vraiment une saturation comme on a vu, c'est qu'on a un problème. Mais ce de plus 3%, en fait, il est complètement en trompe-l'œil. Alors, on va le détailler un peu après. Alors déjà, ça dépend des moments. Vous voyez que sur l'année, finalement, il y a eu quelques petits moments où il y a eu un peu plus d'utilisation de réanimation, notamment ici en mars-avril 2020 pendant ce qui a été appelé la première vague, et puis également ici au mois de novembre et puis un peu en septembre. C'est juste pour vous montrer que ce 3%, il n'est pas dû à un moment où on aura eu 2 fois plus de réanimation, à un moment où il y aura eu 0. Globalement, ça s'étale assez bien, et au pire des cas, on est à plus 12 ou on est à plus 9. Donc, il ne faut pas dire oui, mais c'est pas ce qu'on lisse. Non, il n'y a eu aucun moment où on a fait péter le score réanimation. Mais il faut aller un petit peu plus loin, et pour ça, il faut lire le rapport de la Cour des comptes sur justement les soins critiques et les réanimations, qui est le bilan de l'année 2020. Et donc, c'est écrit ici, noir sur blanc dans le rapport, les autorités sanitaires ont tardé à apprécier la situation. À compter de la mi-mars 2020, toutefois, une transformation très rapide et à large échelle de lits de soins critiques et la création ex nihilo d'unités de réanimation éphémères ont fait passer le nombre de lits installés de 5080 en mars à 10 133 le 15 mai, avant de redescendre à 8320 lits le 15 juin. Donc ici, regardez bien ça. Le nombre de lits, il était de 5080 et il est passé à 10 000. Le nombre de lits déclarés réanimation. Et donc, en écrasante majorité, ce sont juste des lits de soins critiques, donc les services de soins continus ou de soins intensifs, qui étaient déclarés comme ça, qui ont juste été déclarés réanimation. Donc, il y a un changement de nom. Donc, tous les gens qui étaient auparavant en service de soins intensifs ou de soins continus, désormais, ils vont pouvoir être comptabilisés comme étant en réanimation puisqu'on a changé le nom du lit. Alors qu'ils n'étaient pas, quoi. C'est juste un changement de définition du nombre de lits. Et donc, on voit évoluer ici. Du coup, sur le nombre de journées de services de soins critiques en 2019 par rapport à 2020, on a bien plus de gens en réanimation, mais moins en soins intensifs et moins en soins continus. Pourquoi ? Parce qu'on a juste fait un transfert. Ceux qu'on appelait soins continus et soins intensifs en 2019, on les a appelés réanimation en 2020. Et c'est pour ça qu'on a cette évolution. Et donc, au total, on a bien finalement beaucoup moins de journées, là, moins 167 000 journées de soins critiques en tout. Et on voit un transfert ici, on a moins de soins continus, moins de soins intensifs et plus de réanimation, tout simplement parce qu'il y a un transfert de lits. C'est ça que ça cache. Donc, il n'y a pas une augmentation des réanimations qui serait comme ça, brute de pomme. C'est juste qu'on a un transfert. Et ce transfert, on peut le représenter avec cette courbe. Donc ça, avec les chiffres qui sont disponibles. Ici, vous avez les lits en réanimation, enfin les lits en soins critiques, ici soins intensifs, réanimation, surveillance continue. Ce qu'on a fait, c'est que de 2019 à 2020, les lits de surveillance continue, ils ont été déclarés réanimation. Donc, il y a bien ici, c'est le transfert que vous voyez qu'on vient de voir. Et si on regarde sur toute l'année, si on regarde les réanimations, ce qu'on a fait, c'est que par rapport à 2019, on a doublé les capacités de réanimation pour au final avoir seulement plus 10% d'utilisation. Donc, si je double les capacités, mais que j'ai que plus 10% d'utilisation, c'est qu'en fait, j'en ai laissé une énorme partie vide. Donc, cette augmentation de plus 10% là, qui fait peur, on peut montrer quelque chose qui augmente, c'est pour masquer
qu'en fait, on en a laissé la majeure partie de cette augmentation complètement vide. C'est une arnaque à l'écriture, c'est un jeu d'écriture. On fait passer intensif et surveillance continue en réanimation, et du coup on dit, ah bah regardez, on a plus de réanimation, mais c'est pas vrai. En fait, on a eu moins d'utilisation de lits, et c'est juste une arnaque au comptage. Donc au bilan, si on résume tout ce qu'on vient de voir, on a eu beaucoup de pubs sur ce qu'était la saturation hospitalière, mais grâce au rapport de l'ATIH, on se rend compte qu'il n'y a eu que 2% Covid sur l'année 2020, que l'année 2020, c'est l'année où on a le moins soigné les gens et où les hôpitaux ont été le plus vides jamais enregistrés, et surtout en période de crise, c'est le moment où c'était le plus vide, et qu'au final, il n'y a aucune statistique qui augmente, et que la seule statistique qui restait, qui est pour faire peur, qui est oui, mais regardez, en réanimation, ça a augmenté, eh bien en fait, ce chiffre, c'est complètement biaisé, puisqu'il a été construit artificiellement en changeant de terminologie et en considérant que les soins intensifs et soins continus seraient désormais des réanimations. Donc tout ça, ça masque finalement la même chose, c'est-à-dire que tous les lits, à tous les niveaux, ont été largement sous-utilisés en 2020 et qu'il n'y a pas eu de saturation hospitalière dans aucune région et à aucun moment. Donc ça, c'est dans aucun mois en tout cas. On peut peut-être trouver des services où ça a été tendu ou même ça a été saturé, hein, comme en 2015 et en 2017. Et donc ce qu'ont fait les médias, c'est chercher exactement les endroits où ça saturait exactement à ces moments-là pour faire croire que c'était une situation générale, alors que ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas eu de saturation hospitalière à aucun moment depuis le début de 2020, alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit, parce que normalement, ça sature tous les ans. Et comme on le disait au début, les médias étaient déjà habitués à cela, donc ils ont été faire comme ils font d'habitude, rechercher non pas la vérité, mais rechercher l'info qu'on leur demandait en rédaction de les chercher, c'est-à-dire va trouver un hôpital, et ceux qui connaissent le fonctionnement des médias mainstream le savent, va chercher un hôpital où c'est saturé, ramène-nous des témoignages de gens qui disent que c'est saturé. On peut même penser que parfois des gens devaient témoigner un peu comme dans des micro-trottoirs où ils disent ce qu'ils ne veulent pas entendre et il suffit de les couper et de ne pas les prendre. Donc ils ont créé en fait le narratif. Moi, Pierre, j'ai envie de te poser une question, sauf si tu veux réagir à ça, mais on dirait que c'est une gestion, certains parlent de gestion calamiteuse, mais moi je trouve que ça fonctionne tellement bien qu'on peut plutôt dire que c'est une gestion à la McKinsey ou à la Boston Consulting Group, hein, dont fait partie notre fameux, dont faisait partie Alexander De Croo, notre Premier ministre, et dont sa femme est encore membre et haut placé. On dirait plutôt une gestion parfaite. On en parlera encore, mais qu'est-ce que tu en penses Oui, bien, en fait, c'est ce qu'on vient de voir finalement. Ça fait 2 vidéos où on voit que finalement l'arnaque est dans les chiffres. Donc c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens un peu n'importe quoi en leur mettant sous le nez des bons chiffres bien choisis. Et c'est en effet ce que font la plupart du temps les, les groupes dont tu parles, les cabinets de conseil. C'est choisir. Il y a des objectifs qui sont initiaux, hein. Donc ici, en France, c'est détruire l'hôpital public tout simplement, hein, pour le remplacer par autre chose. C'est pas le détruire complètement, mais en tout cas, et puis c'est transférer les fonds publics qui servaient auparavant à soigner des gens en payant des soignants vers d'autres choses pour que ça aille dans les bonnes poches. Et les cabinets de conseil sont là pour mettre en place des stratégies et puis choisir les bons chiffres pour que ça marche. Donc en effet, tout ça, c'est bien construit, où il y a des choses qui sont faites de façon à pouvoir compter les bonnes choses et puis continuer de faire peur aux gens, tout ça. Donc il y a évidemment une construction. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir ce qui s'est passé sur le scandale des opioïdes là, aux États-Unis, hein, où c'est quand même 500 000 morts qui ont été. Enfin voilà, il y a 500 000 morts de plus qu'attendu. On pense même que ça fait une baisse de ce qu'on appelle l'espérance de vie. Donc ça se voit en démographie, hein, le nombre de morts qu'il y a eu à cause de ça. Ou conseillés par des cabinets de conseil, les hôpitaux se sont mis à distribuer des opioïdes à tout va. La stratégie étant que les gens devaient noter l'hôpital en disant s'ils avaient plus mal en rentrant, et donc voilà, ce qui a forcé tous les hôpitaux de manière insidieuse à fournir des opioïdes à tout le monde. Donc les cabinets de conseil, en effet, c'est leur boulot de conseiller quand il y a une stratégie pour mettre en place tout un certain nombre de choses pour utiliser les chiffres à bon escient pour aller dans la direction qu'on veut. Et la direction qu'on veut, c'est diminuer le nombre de soignants, diminuer le nombre de lits, mais quand même que ça coûte encore plus cher pour que l'argent aille dans les bonnes poches. Toujours la même stratégie. Donc on se retrouvera merci pour toutes ces explications qui
battent en brèche, mettent à plat de nouveau tout, avec, je le rappelle, j'ai envie de le dire tout le temps, des chiffres officiels qui mettent à plat tout ce qu'on nous a raconté et qui ont mené là où nous en sommes, avec une économie à plat, mais on peut penser aussi que de toute façon, avec la crise de 2008, ça allait venir, l'économie allait être détruite, mais que c'était plus facile de mettre ça sur le dos du Covid. La prochaine fois, tu seras un peu encore provocant, ça sera plutôt y a-t-il eu des malades? Oui, Ça, on a vu qu'il n'y a pas d'hécatombe nulle part. Là, on vient de voir qu'il n'y a pas de saturation hospitalière. Mais donc maintenant, on va quand même se poser la question, c'est est-ce qu'il y a eu un déferlement de malades à un moment? Donc on ne peut pas justifier ce qui s'est passé pendant 2 ans sur la base de morts. On ne peut pas non plus justifier sur la base de la pression hospitalière. Voilà, on diminue le nombre de places tous les ans, on a de plus en plus vieux, et pourtant, même ça, on n'a pas réussi à saturer l'hôpital en 2020. Donc est-ce qu'il y a eu à un moment un déferlement de malades, et comment on compte les malades? Et ça, j'espère que ça nous mènera à nous poser la question, mais qu'est-ce qu'on compte depuis le début en fait? Avec quoi est-ce qu'on réussit à faire peur aux gens? l'histoire des cas et des PCR, je suppose que tu viendras là-dessus aussi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications claires et cette manière de voir le réel autrement et de chercher la vérité. On est bien suivi et que les gens aillent voir ta chaîne YouTube qui a dépassé les 50 000, décoder l'écho. Oui, merci. Oui, grâce à la dernière vidéo qu'on a faite ensemble la dernière fois, on a dépassé les 50 000 sur Décoder l'écho. Donc, bah, merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette occasion. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. Ça aide toujours un peu les algorithmes. Et partagez, on va scruter et regarder toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui pour revenir sur certaines questions ou certaines voilà, manques de précision ou voilà, qui n'auraient de cette émission-ci. On reviendra au début de la 3e émission. Merci à tous de nous suivre. Pierre, à très bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. À très bientôt. Salut. Salut.